Restez calme et faites-les regretter leurs actions. Stoïcisme. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours garder leur calme, même face aux situations les plus difficiles? Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à se faire respecter sans jamais élever la voix? La réponse réside dans une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, le stoïcisme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des leçons puissantes qui transformeront votre façon de réagir face à ceux qui vous ont blessé, manqué de respect ou sous-estimé. Ces enseignements ne viennent pas de livres de développement personnel modernes, mais de philosophes qui ont vécu il y a plus de 2000 ans et dont la sagesse résonne encore aujourd'hui avec une clarté impressionnante. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal ». Ces mots contiennent une vérité profonde que nous explorerons aujourd'hui. Sénèque, un autre grand maître stoïcien, nous rappelait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment transformer votre douleur en pouvoir, votre silence en arme redoutable et votre calme en force invincible. Vous apprendrez pourquoi réagir émotionnellement vous affaiblit et comment rester impassible peut être la plus puissante des réponses. Mais attention, ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. Ces stratégies demandent de la discipline, du courage et une volonté de faire. Si vous êtes prêt à élever votre conscience et à devenir la meilleure version de vous-même, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir du silence stoïcien? Êtes-vous prêt à apprendre comment faire regretter à ceux qui vous ont blessé leurs actions sans dire un seul mot? Si oui, plongeons ensemble dans ces enseignements intemporels. Partie 1. Le pouvoir du silence stratégique. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Quand quelqu'un vous blesse, votre première impulsion est probablement de réagir, de vous défendre, de leur montrer qu'ils ont tort. Mais c'est exactement ce qu'ils attendent. Votre réaction émotionnelle leur donne du pouvoir sur vous. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Épictète, esclave devenu philosophe, enseignait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. » En d'autres termes, ce n'est pas ce que quelqu'un vous fait qui vous blesse vraiment, c'est votre réaction à cette action. Imaginez cette scène. Quelqu'un vous insulte publiquement, cherchant à vous humilier devant les autres. Tout le monde attend votre réaction. L'ancienne version de vous aurait peut-être riposté, élevé la voix, cherché à se justifier. Mais maintenant, armé de la sagesse stoïcienne, vous restez parfaitement au calme. Vous les regardez tranquillement, peut-être même avec un léger sourire, et ne dites absolument rien. Que se passe-t-il dans ce moment? Plusieurs choses puissantes. Premièrement, votre silence déstabilise complètement l'agresseur. Ils attendaient une réaction émotionnelle, un conflit, quelque chose qui leur donnerait une justification pour continuer leur attaque. Mais votre calme absolu les désarme instantanément. Ils se retrouvent seuls, avec leur propre toxicité, et cela devient évident pour tous les témoins. Deuxièmement, votre maîtrise de vous-même envoie un message clair. Cette personne n'a aucun pouvoir sur vos émotions. Vous êtes au-dessus de leur petit jeu. Pendant qu'ils brûlent d'émotions négatives, vous restez comme un roc dans la tempête, inébranlable et serein. Troisièmement, le silence force la réflexion. Quand vous ne répondez pas, l'autre personne est obligée de réfléchir à ses propres paroles. Sans l'écho de votre réaction, leurs mots résonnent dans le vide et révèlent leur vraie nature, vide, mesquin, insignifiant. Marc Aurèle écrivait « Combien il est plus difficile de supporter la mauvaise humeur d'un homme que de l'ignorer ». Le silence n'est pas de la passivité. C'est un choix actif, une démonstration de force intérieure. Mais attention, le silence stratégique n'est pas le même que l'évitement par peur. Il ne s'agit pas de se taire parce que vous avez peur de confronter, mais de choisir consciemment de ne pas donner d'énergie à ce qui ne mérite pas votre attention. Pensez au silence comme à un miroir.
Quand vous ne réagissez pas, vous reflétez simplement les actions de l'autre personne vers elle-même. Et souvent, confrontées à leur propre reflet, ces personnes n'aiment pas ce qu'elles voient. Sénèque nous rappelait « L'homme sage ne se met jamais en colère contre celui qui se trompe, car cela reviendrait à se mettre en colère contre lui-même quand il fait une erreur. » Cette perspective transforme complètement votre relation aux offenses des autres. Le silence devient encore plus puissant quand vous comprenez ceci. Les personnes qui cherchent à vous blesser sont souvent elles-mêmes blessées. Elles projettent leur douleur intérieure sur vous. En ne réagissant pas, vous refusez de participer à ce cycle de souffrance. Voici un exercice pratique. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, prenez 3 respirations profondes avant de répondre. Pendant ces 3 respirations, demandez-vous « Cette personne mérite-t-elle mon énergie? Cette situation aura-t-elle de l'importance dans un an? Quelle est la réponse qui reflète mes valeurs les plus élevées ?» Souvent, après ces 3 respirations, vous réaliserez que le silence est la réponse la plus puissante. Vous créez ainsi un espace entre le stimulus et votre réponse, un espace où réside votre liberté et votre pouvoir. Le silence stratégique ne signifie pas que vous ne vous défendez jamais. Il signifie que vous choisissez vos batailles avec sagesse. Certaines personnes et certaines situations méritent une réponse claire et ferme, mais la plupart du temps, le silence est bien plus éloquent que n'importe quel discours. Rappelez-vous, quand vous restez silencieux face à la provocation, vous ne perdez pas, vous gagnez. Vous conservez votre énergie, vous maintenez votre dignité et vous obligez l'autre à faire face aux conséquences de ses propres actions sans vous impliquer dans leur drame. Partie 2. Agissez comme si rien ne vous affectait. L'indifférence maîtrisée est l'une des armes les plus puissantes du stoïcien. Il y a une différence fondamentale entre être réellement indifférent et agir comme si rien ne vous affectait. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir insensible ou froid. Il vous apprend à contrôler vos réactions externes tout en gérant vos émotions internes de manière saine. Marc Aurèle pratiquait cet art à la perfection. En tant qu'empereur, il faisait face à des trahisons, des critiques injustes et des défis constants. Pourtant, il écrivait dans ses méditations « Refuse de te laisser impressionner. C'est ton pouvoir, alors utilise-le. » Il comprenait que son pouvoir résidait non pas dans le contrôle des événements, mais dans le contrôle de ses réactions. Quand vous affichez une attitude d'indifférence face aux actions négatives d'autrui, plusieurs processus psychologiques puissants se mettent en place. D'abord, vous privez l'offenseur de la satisfaction qu'il recherche. La plupart des comportements négatifs sont alimentés par le désir d'obtenir une réaction. Quand vous ne donnez pas cette réaction, le comportement perd son intérêt et souvent s'éteint de lui-même. Ensuite, votre apparente indifférence crée un mystère autour de vous. Les gens se demandent « Pourquoi cela ne l'affecte-t-il pas? Qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas ?» Cette curiosité se transforme souvent en respect, même chez ceux qui cherchaient initialement à vous diminuer. Mais comment cultiver cette attitude? Comment agir comme si rien ne vous affectait quand, intérieurement, vous ressentez peut-être de la colère ou de la blessure? La clé réside dans la pratique stoïcienne de la vue d'ensemble. Épictète enseignait à ses élèves à considérer chaque situation dans son contexte le plus large. Quand quelqu'un vous manque de respect, demandez-vous, est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans, dans 10 ans? À l'échelle de l'univers et du temps, quelle est l'importance réelle de ce moment? Cette perspective ne minimise pas vos sentiments. Elle les place simplement dans un contexte qui vous permet de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Imaginez que vous êtes une montagne. Les tempêtes viennent et passent, le vent hurle, la pluie tombe, mais la montagne reste imperturbable. Elle ne se bat pas contre la tempête, elle ne se plaint pas, elle existe simplement dans sa solidité. C'est cette qualité de présence inébranlable que vous cultivez. Un aspect crucial de cette pratique est la discipline corporelle. Votre corps est le premier révélateur de vos émotions intérieures. Quand vous êtes affecté, votre posture change, votre respiration s'accélère, vos muscles se tendent.
En contrôlant consciemment ces signaux physiques, vous influencez directement vos émotions et vous projetez l'image d'une personne imperturbable. Pratiquez ceci. Tenez-vous droit, les épaules détendues mais ouvertes. Respirez lentement et profondément. Gardez votre visage neutre ou légèrement positif. Maintenez un contact visuel calme, sans fixer agressivement. Ces simples ajustements physiques transforment non seulement la perception des autres, mais aussi votre propre état émotionnel. Sénèque écrivait « Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider quelqu'un ». Mais il ajoutait aussi « Il n'est jamais si fort que lorsqu'il refuse de s'abaisser au niveau de ses détracteurs ». Agir comme si rien ne vous affectait est une façon de refuser de descendre. Au niveau de ceux qui cherchent à vous diminuer, voici une technique puissante des stoïciens, la premeditatio malorum, ou visualisation négative. Avant des situations potentiellement difficiles, imaginez les pires scénarios possibles. Visualisez-vous restant calme et imperturbable même face à ces situations. Cette préparation mentale fait que lorsque les difficultés arrivent, elles vous semblent moins surprenantes et vous êtes déjà mentalement prêt à y répondre avec équanimité. Il est important de comprendre que cette attitude n'est pas du déni. Vous reconnaissez intérieurement ce que vous ressentez. Vous pouvez même, en privé, traiter ces émotions de manière saine. Écrire dans un journal, parler à un ami de confiance, pratiquer la méditation. Mais publiquement, face à ceux qui cherchent à vous affecter, vous maintenez cette apparence de calme et d'indifférence. Cette dualité entre reconnaissance intérieure et contrôle extérieur est au cœur du stoïcisme. Marc Aurèle ne prétendait pas ne rien ressentir. Il reconnaissait ses émotions mais choisissait consciemment comment y répondre. L'effet à long terme de cette pratique est remarquable. Au fil du temps, les personnes toxiques abandonnent leur tentative de vous affecter. Elles comprennent que vous n'êtes pas un terrain fertile pour leur négativité. Simultanément, votre réputation de personne équilibrée et forte grandit. Mais le bénéfice le plus profond est intérieur. En pratiquant cette indifférence maîtrisée, vous développez une véritable force intérieure. Vous réalisez que votre paix ne dépend pas des actions des autres. Vous devenez véritablement libre. Partie 3. La discipline du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible, mais de créer un espace sain entre vous et vos émotions. Épictète faisait une distinction fondamentale dans son enseignement. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Vos pensées, vos actions, vos choix dépendent de vous. Les actions des autres, leurs opinions, les événements extérieurs ne dépendent pas de vous. Cette distinction simple mais profonde change tout. Quand vous comprenez vraiment que vous ne pouvez contrôler que vos propres réponses, vous vous libérez d'un fardeau immense. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Le détachement émotionnel commence par l'observation. Imaginez que vous êtes un scientifique qui observe ses propres émotions avec curiosité et sans jugement. Quand quelqu'un vous blesse, plutôt que de vous identifier complètement à la douleur, vous observez « Tiens, voilà la colère qui monte, voilà la blessure qui apparaît ». Cette simple distance cognitive change radicalement votre expérience. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la vision objective. Il s'entraînait à voir les choses exactement comme elles sont, sans y ajouter ses interprétations émotionnelles. Par exemple, si quelqu'un le critiquait, au lieu de penser « cette personne me déteste et cherche à me détruire », il observait simplement « cette personne exprime une opinion négative ». Voyez-vous la différence? Dans la première interprétation, il y a toute une charge émotionnelle, détester, détruire. Dans la seconde, il y a simplement un fait neutre, exprimer une opinion. Les stoïciens s'entraînaient à déshabiller les événements de toutes les couches émotionnelles que nous leur ajoutons. Habituellement, voici un exercice pratique pour développer ce détachement. Quand vous ressentez une émotion forte, nommez-la à haute voix ou dans votre tête. Je ressens de la colère. Pas « je suis en colère »,
mais je ressens de la colère. Cette subtilité linguistique crée une séparation. Vous n'êtes pas votre émotion, vous êtes celui qui observe l'émotion. Le détachement émotionnel vous permet également de voir les situations plus clairement. Quand vous êtes émotionnellement investi dans un conflit, votre jugement est obscurci. Vous prenez des décisions impulsives que vous regrettez ensuite. Mais quand vous créez cet espace de détachement, vous voyez la situation dans son ensemble et vous pouvez répondre avec sagesse. Sénèque utilisait une métaphore puissante. Il comparait l'esprit humain à une citadelle. Les événements extérieurs sont comme des armées qui assiègent la citadelle, mais ils ne peuvent entrer que si vous ouvrez les portes. Le détachement émotionnel, c'est garder les portes fermées. Vous reconnaissez la présence de l'armée, mais vous ne la laissez pas entrer et saccager votre paix intérieure. Un aspect crucial du détachement est la compréhension que les autres agissent selon leur propre niveau de conscience. Quand quelqu'un vous blesse, il agit depuis sa propre douleur, ses propres peurs, ses propres limitations. Épictète enseignait: si quelqu'un se trompe, enseignez-le doucement et montrez-lui son erreur. S'il n'écoute pas, blâmez-vous vous-même, ou même, pas vous-même. Cette perspective transforme votre relation à l'offense. Vous voyez l'offenseur non plus comme un ennemi, mais comme une personne prisonnière de ses propres illusions. Cela ne justifie pas leur comportement, mais cela vous libère de la chaîne émotionnelle qui vous liait à eux. Le détachement émotionnel implique aussi d'accepter que certaines relations doivent prendre fin. Les stoïciens valorisaient l'amitié profondément, mais ils reconnaissaient aussi que certaines personnes sont toxiques et qu'il est sage de s'en éloigner. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la santé mentale. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent constamment. Il reste immobile et autour de lui, les eaux bouillonnantes finissent par se calmer. » Le détachement, c'est être ce promontoire. Vous n'êtes pas indifférente aux vagues, mais vous ne laissez pas chaque vague vous éroder. Une pratique quotidienne pour cultiver le détachement est la méditation sur l'impermanence. Rien ne dure éternellement. Cette douleur que vous ressentez aujourd'hui passera. Cette personne qui vous cause du tort aujourd'hui sera un jour partie de votre vie. Même vous-même, un jour, ne serez plus là. Cette conscience de l'impermanence place tout dans une perspective qui facilite le détachement. Le détachement émotionnel n'élimine pas les émotions. Il change votre relation à elles. Vous continuez à ressentir de la joie, de la tristesse, de l'amour, de la frustration. Mais ces émotions traversent votre conscience comme des nuages traversent le ciel. Vous êtes le ciel, pas les nuages. Cette pratique demande du temps et de la patience. Ne vous découragez pas si vous ne maîtrisez pas cela immédiatement. Les plus grands stoïciens eux-mêmes ont passé leur vie à perfectionner cet art. Marc Aurèle, à la fin de sa vie, écrivait encore des rappels à lui-même pour maintenir son équanimité. Le détachement émotionnel est peut-être la compétence la plus précieuse que vous puissiez développer dans un monde qui constamment sollicite vos émotions. C'est la fondation sur laquelle se construisent toutes les autres pratiques stoïciennes. Partie 4. Transformer la douleur en force. Les stoïciens avaient une perspective radicale sur la difficulté. Ils la considéraient comme un entraînement. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle est le chemin ». Cette phrase, apparemment paradoxale, contient une vérité profonde. Ce qui vous blesse peut devenir ce qui vous renforce, si vous adoptez la bonne perspective. Pensez à vos muscles. Comment se développent-ils? Pas par le confort, mais par la résistance. Quand vous soulevez des poids, vous créez de micro-déchirures dans les fibres musculaires. C'est en se réparant que le muscle devient plus fort. Votre caractère se développe de la même manière. Chaque personne qui vous blesse vous offre une opportunité d'entraînement. Ce n'est pas ce que vous souhaiteriez, mais c'est une opportunité néanmoins. Vous pouvez choisir de voir cette situation comme une tragédie qui vous détruit ou comme un défi qui vous forge. Sénèque pratiquait volontairement l'inconfort pour se préparer aux difficultés. Il dormait parfois sur des surfaces dures, jeûnait régulièrement, portait des vêtements simples. Pourquoi? Pour entraîner son esprit à rester serein même dans l'adversité. Il disait «
Commence à vivre immédiatement et compte chaque jour séparé comme une vie séparée. Voici comment transformer votre douleur en force concrètement. Premièrement, identifiez la leçon. Chaque situation difficile contient un enseignement. Peut-être que cette trahison vous apprend à mieux discerner en qui placer votre confiance. Peut-être que ce rejet vous pousse à développer votre indépendance. Peut-être que cette critique révèle un aspect de vous-même que vous devez améliorer. Deuxièmement, documentez votre croissance. Tenez un journal où vous notez vos défis et comment vous les avez surmontés. Avec le temps, vous verrez un pattern de croissance. Vous réaliserez que vous êtes devenu plus fort, plus sage, plus résilient. Cette prise de conscience elle-même devient une source de force. Troisièmement, utilisez la douleur comme carburant pour votre développement. L'énergie que vous auriez pu dépenser en ressentiment, en rumination, en vengeance, redirigez-la vers vos objectifs. Transformez cette énergie émotionnelle intense en action productive. Imaginez ce scénario. Quelqu'un vous trahit publiquement. L'ancienne version de vous aurait passé des semaines à ressasser, à planifier une revanche, à parler de cette trahison à quiconque voulait écouter. Mais maintenant, armé de la sagesse stoïcienne, vous prenez cette énergie et vous l'investissez dans votre croissance. Vous vous entraînez plus dur, vous travaillez plus intelligemment, vous développez vos compétences. 6 mois plus tard, cette personne qui vous a trahi voit votre transformation. Elle voit que non seulement vous n'avez pas été détruit, mais vous êtes devenu un plus fort. C'est la meilleure réponse, la plus éloquente des revanches. Votre propre succès. Épictète, qui était né esclave et avait souffert d'abus physiques qui l'avaient laissé handicapé, est devenu l'un des philosophes les plus influents de son époque. Il a transformé sa souffrance en sagesse, qu'il a enseignée à des générations d'étudiants. Il disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte ». La transformation de la douleur en force nécessite aussi de la gratitude. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les stoïciens pratiquaient la gratitude même pour les difficultés. Pas une gratitude naïve qui nie la douleur, mais une reconnaissance que chaque expérience contribue à qui vous devenez. Marc Aurèle, malgré toutes ses responsabilités et difficultés, commençait chaque journée en listant les choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cette pratique n'éliminait pas ses défis, mais elle changeait son cadre mental pour les affronter. Voici un exercice transformateur. Écrivez une lettre de remerciement à quelqu'un qui vous a blessé. Vous n'enverrez jamais cette lettre, elle est pour vous. Dans cette lettre, expliquez comment leur action, aussi douloureuse qu'elle ait été, a contribué à votre croissance. Comment elle vous a rendu plus fort, plus sage, plus conscient. Cet exercice n'est pas pour excuser leur comportement ou pour nier votre douleur. C'est pour reprendre votre pouvoir. En trouvant la gratitude même dans la difficulté, vous transformez votre relation à l'événement. Vous n'êtes plus la victime de leur action, vous êtes le bénéficiaire de la leçon. La douleur transformée en force crée une alchimie intérieure. Vous devenez littéralement une personne différente. Les situations qui vous auraient autrefois brisé vous trouvent maintenant calme et résolu. Les mots qui vous auraient autrefois dévasté glissent maintenant sur vous sans effet. Cette transformation n'est pas instantanée. C'est un processus. Soyez patient, avec vous-même. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité, vous renforcez les voies neurales de la résilience. Chaque fois que vous transformez une difficulté en opportunité d'apprentissage, vous devenez plus fort. Les stoïciens croyaient que nous avons tous en nous une étincelle divine, une capacité de raison et de sagesse qui nous connecte à l'ordre universel. Quand vous transformez votre douleur en force, vous activez cette étincelle. Vous devenez non, et pas malgré vos difficultés, mais à cause d'elles. Partie 5. L'art de la réponse mesurée. Il y a une grande différence entre réagir et répondre. Réagir est instinctif, émotionnel, automatique. Répondre est réfléchi, intentionnel, maîtrisé. Marc Aurèle écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. »
Ce pouvoir sur votre esprit se manifeste dans votre capacité à choisir votre réponse plutôt que de simplement réagir. Quand quelqu'un vous provoque, il y a un espace infinitésimal entre leur action et votre réponse. La plupart des gens ne perçoivent même pas cet espace. Leur réaction est si automatique qu'elle semble simultanée à la provocation. Mais les stoïciens s'entraînaient à élargir cet espace, à créer une pause où la sagesse peut opérer. Viktor Frankl, psychologue qui a survécu au camp de concentration nazi, a écrit plus tard « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » Bien qu'il ne fût pas stoïcien, cette observation capture parfaitement l'esprit du stoïcisme. Comment créer cet espace? Comment passer de la réaction à la réponse? La première technique est la pause respiratoire que nous avons mentionnée plus tôt. Avant de parler ou d'agir, prenez 3 respirations profondes. Cette simple action physiologique active votre système nerveux parasympathique, calmant votre réponse de combat ou de fuite et permettant à votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, de s'engager. La deuxième technique est la question stoïcienne. Est-ce que cette réponse reflète mes valeurs les plus élevées? Cette question vous oblige à considérer non pas ce que vous ressentez dans le moment, mais qui vous voulez être en tant que personne. Imaginez que vous voulez être connu comme une personne de dignité, de sagesse et de maîtrise de soi. Si vous réagissez avec colère à chaque provocation, est-ce cohérent avec cette identité? Les stoïciens vivaient selon leurs principes, même quand c'était difficile, peut-être surtout quand c'était difficile. Sénèque conseillait « La colère, si elle n'est pas retenue, est fréquemment plus nuisible que l'injure qui l'a provoquée. » Votre réaction de colère peut finir par vous causer plus de dommages que l'offense originale. Une réponse mesurée protège non seulement votre paix intérieure, mais aussi votre réputation et vos relations. Voici un cadre pratique pour formuler des réponses mesurées. 1. Reconnaissez la situation sans émotion excessive. Je comprends que tu as cette perspective. 2. Établissez vos limites clairement et calmement. Cependant, je ne tolérerai pas d'être traité de cette manière. 3. Indiquez les conséquences si nécessaire. Si cela continue, je devrais reconsidérer notre relation. 4. Offrez une sortie constructive si appropriée. Je suis ouvert à discuter. De cela calmement si tu souhaites trouver une solution. Notez comment ce cadre maintient votre dignité tout en abordant la situation directement. Il n'y a pas d'insultes, pas de cris, pas de drame. Juste une communication claire et ferme. Parfois, la réponse mesurée la plus puissante est l'action plutôt que les mots. Au lieu d'argumenter avec quelqu'un qui vous manque de respect, vous pouvez simplement vous éloigner. Vous pouvez réduire le contact. Vous pouvez réorganiser votre vie pour minimiser l'interaction avec cette personne. Cette réponse par l'action est souvent plus éloquente que n'importe quel discours. Elle démontre que vous ne tolérez pas le manque de respect, mais sans descendre au niveau de l'offenseur. Vous maintenez votre dignité tout en protégeant votre paix. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la réserve volontaire. Dans ses interactions, il restait légèrement en retrait, observant avant de s'engager pleinement. Cette pratique lui permettait d'évaluer les situations et les personnes avant de répondre. Vous pouvez adopter cette même approche, observer, évaluer, puis répondez intentionnellement. Un aspect souvent négligé de la réponse mesurée est le timing. Parfois, la meilleure réponse n'est pas immédiate. Il peut être sage de dire « j'ai besoin de temps pour réfléchir à cela, nous en reparlerons demain ». Ce délai vous donne l'espace pour traiter vos émotions et formuler une réponse vraiment réfléchie. Épictète enseignait à ses étudiants. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Dans un conflit, écouter d'abord peut révéler des informations qui changent complètement votre compréhension de la situation. Peut-être que la personne qui vous a offensé agissait sous stress ou malentendu. Cela ne justifie pas leur comportement, mais cela peut informer votre réponse.
Une réponse qui prend en compte le contexte complet est plus efficace qu'une réaction qui ne voit que la surface. La réponse. Mesurer n'est pas de la faiblesse. Au contraire, elle demande une force immense. Il est facile de crier, d'insulter, de se venger. Il est difficile de rester calme, articulé et intentionnel. Mais cette difficulté est ce qui rend la réponse mesurée si puissante et si respectable. Avec le temps, développer cette capacité de réponse mesurée transforme toutes vos relations. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de fiable, de mature, de sage. Votre influence grandit parce que vos paroles ont du poids. Quand vous parlez rarement et de manière mesurée, les gens écoutent. Plus important encore, vous vivez en alignement avec vos valeurs. Vous ne regardez pas en arrière avec regret sur des mots prononcés dans la colère. Vous dormez paisiblement, sachant que vous avez répondu avec intégrité. C'est la vraie victoire du stoïcisme. Partie 6. Le pouvoir de votre propre croissance. La revanche ultime n'est pas de blesser celui qui vous a blessé. C'est de devenir si accompli, si évolué, si en paix que leur opinion de vous n'a plus aucune importance. Les stoïciens comprenaient que votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Chaque minute que vous passez à penser à quelqu'un qui vous a fait du tort est une minute volée à votre propre développement. Sénèque écrivait « Le temps n'attend personne ». Votre vie est composée d'un nombre fini de jours. Voulez-vous passer ces jours à ruminer sur des offenses ou à construire quelque chose de significatif? Voici une vérité puissante. Quand vous vous concentrez sur votre propre croissance, vous créez naturellement de la distance avec les personnes toxiques. Vous évoluez vers un niveau de conscience où leurs jeux mesquins ne vous atteignent simplement plus. Pensez à cela comme à gravir une montagne. Au début, vous êtes dans la vallée où se trouvent beaucoup d'ombres et de conflits. Mais à mesure que vous grimpez, concentré sur votre ascension, vous laissez ces ombres derrière vous. Depuis les hauteurs, vous pouvez regarder en bas et voir les conflits de la vallée pour ce qu'ils sont, petits et temporaires. Marc Aurèle pratiquait une forme de méditation quotidienne où il visualisait sa vie du point de vue cosmique. Il imaginait la Terre vue de l'espace, puis la galaxie, puis l'univers infini. Dans cette perspective, ses problèmes personnels, aussi réels qu'ils semblaient, prenaient de leur juste proportion. Cette pratique n'éliminait pas ses responsabilités ou ses défis, mais elle l'empêchait de se perdre dans le drame. Elle lui rappelait de se concentrer sur ce qui avait vraiment de l'importance. Vivre selon la vertu, servir le bien commun, développer sa sagesse. Comment concentrer votre énergie sur votre croissance plutôt que sur vos griefs? Premièrement, définissez votre vision. Qui voulez-vous devenir? Quelles qualités voulez-vous incarner? Quels accomplissements voulez-vous réaliser? Écrivez cette vision clairement. Faites-en votre étoile du Nord. Deuxièmement, créez un plan de développement. Quelles compétences devez-vous acquérir? Quelles habitudes devez-vous cultiver? Quelles connaissances devez-vous obtenir? Transformez votre vision en actions concrètes quotidiennes. Troisièmement, mesurez vos progrès. Tenez un journal où vous notez vos victoires quotidiennes, aussi petites soient-elles. Avez-vous maintenu votre calme dans une situation difficile? Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Avez-vous agi selon vos valeurs? Célébrez ces victoires. Quatrièmement, investissez dans vous-même. Lisez des livres qui élargissent votre esprit. Suivez des formations qui développent vos compétences. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à grandir. Votre développement est votre responsabilité et c'est aussi votre pouvoir. Épictète enseignait que nous sommes comme des acteurs dans une pièce. Nous ne choisissons pas notre rôle initial, notre famille, notre lieu de naissance, nos circonstances de départ. Mais nous choisissons comment nous jouons ce rôle. Allez-vous jouer votre rôle avec excellence ou avec médiocrité? Voici une réalité que peu de gens comprennent. Quand vous vous engagez profondément dans votre propre croissance, vous devenez naturellement moins réactif aux offenses. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement absorbé par quelque chose de significatif que vous n'avez plus d'énergie à gaspiller sur des drames insignifiants.
Imaginez un artiste complètement absorbé dans la création de son chef-d'œuvre. Quelqu'un entre et fait un commentaire négatif. L'artiste lève à peine les yeux, non pas par arrogance, mais parce que son attention est captivée par quelque chose de plus important. C'est l'état que vous voulez cultiver. La croissance personnelle crée aussi une forme de protection naturelle. Quand vous êtes confiant dans votre valeur, quand vous savez ce que vous apportez au monde, les opinions négatives des autres perdent leur pouvoir. Vous ne cherchez plus de validation externe parce que vous avez une validation interne solide. Sénèque parlait de la tranquillité de l'esprit comme du but ultime. Cette tranquillité ne vient pas de l'absence de défis, mais de la confiance en votre capacité à gérer ces défis. Chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que la vengeance, vous renforcez cette tranquillité. Un aspect pratique de se concentrer sur votre croissance est la gestion de votre environnement. Les stoïciens étaient pragmatiques. Ils reconnaissaient que certains environnements favorisent la croissance et d'autres la stagnation. Si possible, éloignez-vous des environnements toxiques. Cherchez des espaces et des communautés qui soutiennent votre évolution. Cela peut signifier changer d'emploi, déménager ou simplement passer moins de temps avec certaines personnes. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la stratégie. Vous créez les conditions optimales pour votre développement. Marc Aurèle écrivait « Très peu est nécessaire pour rendre une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Votre croissance n'est pas déterminée par vos circonstances externes, mais par votre engagement intérieur. La personne qui vous a blessé continuera peut-être sa vie sans changement. Mais vous évoluerez. Dans 1 an, dans 5 ans, vous serez tellement transformé que vous regarderez en arrière sur cet événement et remercierez presque cette personne pour le catalyseur qu'elle a été, même involontairement, pour votre croissance. C'est le paradoxe ultime du stoïcisme. En lâchant prise sur le besoin de revanche, en vous concentrant sur votre propre excellence, vous obtenez la plus satisfaisante de toutes les victoires. Vous devenez libre. Partie 7. Cultivez la paix intérieure, imperturbable. Au cœur du stoïcisme se trouve un objectif suprême, ataraxia, la tranquillité de l'esprit, une paix intérieure que rien ne peut perturber. Cette paix n'est pas l'absence de défis, c'est la présence d'une force intérieure si profonde que les tempêtes extérieures ne peuvent l'ébranler. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire en guerre, faisait face à des trahisons politiques et luttait contre des maladies, écrivait dans ses méditations sur la paix intérieure. Comment pouvait-il parler de paix dans de telles circonstances? Parce qu'il comprenait que la paix n'est pas circonstancielle, elle est une pratique. La paix intérieure commence par l'acceptation. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas être passif face à l'injustice ou ne jamais chercher à améliorer sa situation. Cela signifie accepter ce qui est déjà arrivé sans résistance inutile. Pensez à cela. Quand quelque chose de négatif s'est produit, lutter mentalement contre cette réalité ne la change pas. Tout ce que vous faites, c'est vous torturer avec des pensées du type « cela n'aurait pas dû arriver » ou « pourquoi moi ?» Ces pensées sont naturelles, mais elles ne sont pas utiles. Épictète enseignait « ne demande ». Pas que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se produisent comme ils se produisent, et tu seras en paix. Cette phrase est profonde. Elle vous invite à aligner votre volonté avec la réalité plutôt que de constamment lutter contre elle. Comment cultiver cette paix au quotidien? La méditation est un outil puissant. Les stoïciens pratiquaient une forme de méditation contemplative où ils réfléchissaient sur leurs principes, examinaient leurs actions et se préparaient mentalement aux défis à venir. Même 10 minutes par jour de cette pratique peuvent transformer votre état intérieur. Asseyez-vous tranquillement, respirez profondément. Observez vos pensées sans vous y attacher. Quand une pensée anxieuse ou colérique apparaît, reconnaissez-la. Voilà l'anxiété ou voilà la colère. Puis, laissez-la passer comme un nuage dans le ciel. Ne la jugez pas, ne la suivez pas. Laissez-la simplement être. Cette pratique crée un espace de paix en vous, qui devient votre refuge.
Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez toujours revenir à ce centre calme. La gratitude est un autre pilier de la paix intérieure. Marc Aurèle commençait chaque journée en listant les choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cette pratique n'est pas de la positivité toxique qui nie les problèmes. C'est un recadrage intentionnel qui vous empêche de vous concentrer uniquement sur le négatif. Essayez ceci. Chaque soir, avant de dormir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Elles peuvent être simples. Un bon repas, une conversation agréable, un moment de calme. Cette pratique reprogramme littéralement votre cerveau pour remarquer le positif. La simplification de votre vie contribue aussi à la paix intérieure. Les stoïciens valorisaient la simplicité. Sénèque, bien qu'il fût riche, pratiquait régulièrement la frugalité pour se rappeler que le bonheur ne dépend pas des possessions matérielles. Examinez votre vie. Quelles complications sont auto-imposées? Avez-vous besoin de toutes ces possessions? Devez-vous maintenir toutes ces relations superficielles? Chaque chose que vous éliminez crée de l'espace pour plus de paix. La paix intérieure nécessite aussi des limites claires. Vous ne pouvez pas être en paix si vous permettez constamment aux autres de violer vos limites. Les stoïciens étaient fermes dans leurs principes. Ils étaient bienveillants, mais pas des paillassons. Apprenez à dire non. Non aux demandes qui ne servent pas vos valeurs. Non aux relations qui drainent votre énergie. Non aux activités qui ne contribuent pas à votre bien-être. Chaque non intentionnel est un oui à votre paix intérieure. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de retirer ton opinion à tout moment et de rester en paix. » C'est un rappel puissant. Votre paix n'est jamais vraiment en danger. Ce qui est en danger, c'est votre opinion sur une situation. Et vous avez toujours le pouvoir de changer cette opinion. La pratique de la vue d'ensemble, que nous avons mentionnée plus tôt, est cruciale pour la paix. Quand vous regardez votre vie dans son ensemble, ce conflit actuel est-il vraiment si important? Dans 5 ans, vous souviendrez vous-même de cet incident. Cette perspective apaise immédiatement l'esprit. Épictète utilisait l'analogie du voyageur. « Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre », disait-il. Nous nous arrêtons temporairement dans différentes auberges, situations, relations, emplois. Nous n'en possédons aucune. Cette compréhension de la nature temporaire de toute chose crée une paix profonde. Un élément souvent négligé de la paix intérieure est le pardon. Non pas le pardon pour l'autre personne principalement, mais le pardon pour votre propre libération. Quand vous gardez du ressentiment, c'est vous qui portez ce poids, pas la personne qui vous a offensé. Le pardon stoïcien n'est pas de dire « ce qu'ils ont fait était acceptable ». C'est de dire « je ne vais plus ». Permettre à cet événement passé de contrôler mon présent. Vous coupez la corde qui vous lie à cet événement douloureux. La paix intérieure vous permet aussi de répondre aux situations avec clarté plutôt qu'avec confusion émotionnelle. Quand votre esprit est calme, vous voyez les solutions qui étaient obscurcies par l'agitation. Vous prenez de meilleures décisions. Vous communiquez plus efficacement. Sénèque disait « L'homme heureux est celui qui ne désire pas plus qu'il n'a, qui ne craint pas ce qu'il ne peut éviter et qui ne se tourmente pas de ce qui est hors de son pouvoir. » C'est une formule pour la paix. Vouloir ce que vous avez, accepter l'inévitable, lâcher ce que vous ne pouvez contrôler. La paix intérieure n'est pas une destination que vous atteignez un jour et gardez pour toujours. C'est une pratique quotidienne. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Certains défis ébranleront votre équanimité. C'est normal. L'important est de revenir à vos pratiques, encore et encore. Imaginez votre paix intérieure comme un jardin. Il nécessite un entretien constant. Il faut arracher les mauvaises herbes, pensées négatives, arroser les plantes, pratiques positives, et protéger le jardin des nuisibles, influences toxiques. Avec le temps, ce jardin devient luxuriant et résilient. Conclusion. Nous voici à la fin de ce voyage à travers la sagesse stoïcienne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas significatif. La plupart des gens ne prennent même pas le temps de réfléchir profondément sur ces questions.
Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une théorie à admirer de loin. C'est une pratique à vivre quotidiennement. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète n'étaient pas des philosophes dans une tour d'ivoire. Ils vivaient dans le monde réel, avec des défis réels, et ils appliquaient ces principes dans leur vie. Le silence stratégique, l'indifférence maîtrisée, le détachement émotionnel, la transformation de la douleur en force, la réponse mesurée, la concentration sur votre croissance et la culture de la paix intérieure, ce sont vos outils désormais. Mais avoir des outils ne suffit pas. Vous devez les utiliser. Commencez petit. Choisissez une pratique et appliquez-la aujourd'hui. Peut-être que la prochaine fois que quelqu'un essaye de vous provoquer, vous prendrez 3 respirations profondes avant de répondre. Peut-être que ce soir, vous écrirez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Chaque petit choix s'accumule. Chaque moment de maîtrise de soi renforce les suivants. Avec le temps, ces pratiques deviennent naturelles. Vous devenez la personne calme, sage et forte que vous admirez. Et voici la belle ironie. Quand vous arrêtez de chercher à faire regretter aux autres leurs actions, quand vous vous concentrez sur votre propre excellence, ils finissent souvent par regretter de toute façon. Mais à ce moment-là, cela n'aura plus d'importance pour vous. Vous serez tellement avancé, tellement en paix, que leur regret sera simplement une note de bas de page dans votre histoire de transformation. Marc Aurèle écrivait vers la fin de sa vie « Bientôt tu auras tout oublié, et bientôt tous t'auront oublié ». Ce rappel de notre mortalité n'est pas déprimant, c'est libérateur. Cela signifie que ces drames qui vous semblent si importants aujourd'hui sont éphémères. Alors, qu'allez-vous faire du temps précieux qui vous reste ? Allez-vous le gaspiller en ressentiment et en vengeance? Ou allez-vous l'investir dans votre croissance, votre sagesse, votre paix? Le choix vous appartient, il vous a toujours appartenu. C'est le message central du stoïcisme. Vous avez toujours le choix de votre réponse, peu importe les circonstances. Je vous laisse avec cette dernière citation de Sénèque. La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte en la gaspillant. Ne gaspillez plus votre vie précieuse sur ceux qui ne méritent pas votre énergie. Restez calme, restez concentré, restez en paix. Le reste suivra, naturellement. Si ce contenu a résonné en vous, prenez un moment pour réfléchir à une action concrète que vous allez entreprendre aujourd'hui. Écrivez-la, engagez-vous envers elle. C'est ainsi que la transformation commence. La sagesse stoïcienne a survécu pendant plus de 2000 ans parce qu'elle touche quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Elle vous offre un chemin vers la liberté, pas la liberté des circonstances, mais la liberté intérieure qui transcende toutes les circonstances. Vous avez maintenant les clés. La porte vers une vie de plus grande maîtrise, paix et dignité est devant vous. Allez-vous la franchir? Le voyage commence maintenant. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer ces principes. Soyez patient avec vous-même, mais soyez aussi discipliné. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle se fait, un choix à la fois. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Que la sagesse des stoïciens vous guide sur votre chemin, que vous trouviez la paix qui surpasse toute compréhension et que vous deveniez la personne que vous êtes destiné à être. Rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus sage que vous ne le savez et plus capable que vous ne l'imaginez. Le pouvoir est en vous. Il a toujours été là. Maintenant, utilisez-le. Avancez avec courage, vivez avec intégrité, restez en paix